Ok, bienvenue sur Art de New Planet en direct de Bad Station, c'est la row numéro 10. Aujourd'hui mon invité est Escondo. Comment tu vas ma bro? Bienvenue. Merci. Je commence un triptyque sur les beatmakers qui sont aussi DJ, on va en parler. Escondo, ma première question, pourquoi Escondo? C'est venu du graphe en fait, ça veut dire, c'est le verbe je me cache, conjugué en espagnol. Ok, ouais. C'est yo me escondo normalement. D'accord. Je me cache. Donc voilà. Donc je pense que tu es latino alors, c'est ça? Pour Oui, ceux qui ça. ne savent pas. À moitié chilien et à moitié belge. Ok, d'accord. Ma mère est belge et mon père est chilien. Et tu es né en Belgique ou tu es né Je suis là-bas? né en Belgique, Tu es né dans quelle ville? à Charleroi. Charleroi, déjà dédicace à tous les gars de Charleroi, tous ceux qui se cassent la tête là pour le moment et qui font bouger cette ville, hein, évidemment, qui fait partie de la Wallonie. Ouais, il y en a plein. Hein. On en parlera. Donc toi, tu es beatmaker et tu étais DJ ou beatmaker avant? J'ai commencé les deux en même temps en fait. D'accord. Et c'était quelle année? En fait, quand j'ai commencé à essayer de faire des instrus, j'ai essayé de produire moi-même, de faire des instruments moi-même, de composer en fait. Je n'ai pas du tout l'oreille musicale pour faire ça en fait. Et je ne comprenais pas le truc du sample et tout ça à l'époque. Du coup, je me suis tourné sur les platines pendant quelques années. J'ai plus fait ça. Et après, c'est quand j'ai rencontré Jas qui m'a montré une façon de faire des prods qui étaient différentes avec les samples et tout ça. C'est là que ça m'a plus intéressé et c'est là que j'ai commencé à comprendre en fait, le fonctionnement de ce que j'écoutais et tout ça en fait. Okay. Au début j'écoutais comme un auditeur normal et j'ai commencé vraiment à plus m'intéresser à la culture du sample quoi. C'est ça, comment composer un morceau. Quoi. Et quand tu parles de Jas, c'est Jean Jas pour ceux qui ne savent pas, puisque tu es le DJ de Jean Jas et Caballero. Non, il n'y a pas de souci frère, on est là pour expliquer parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ton histoire. C'est pour ça que Raw est là d'ailleurs. Raw c'est pour expliquer la culture, donc ça s'appelle Raw. Et c'est Let's talk about us, let's talk about our culture. Donc parlons de nous, parlons de notre culture. Et moi je pense que tu en fais partie à part entière de la communauté hip-hop et de la communauté simplement. Tu es un frère évidemment, tu sais bien. Hein. À fond. Et donc Jean Jas t'a expliqué comment. Et toi, lui il travaillait sur quoi? Est-ce que tu as travaillé la même chose que lui, la même chose? Il travaillait sur Logic. Logic, donc, lui il travaillait vraiment à la souris du clavier là, tu vois. Ouais, je vois. Il a toujours fait des instruments comme ça. Et en fait, c'est vraiment dans la manière de découper dans les samples qui m'a plus intéressé, où il prenait des plus longues séquences, où moi j'essaie vraiment de trop découper, c'était pas ce que je voulais faire musicalement. J'étais dans la recherche à fond, je cherchais à fond. Et c'est lui qui m'a montré vraiment la meilleure façon de faire ce que j'avais envie de faire. Quoi. Et lui faisait des beats depuis longtemps alors, c'est ça? Ouais, il en faisait aussi, je crois qu'il a fait Fruity Loops, il a fait plein de trucs, et après... Quand je l'ai rencontré, il était déjà sur Logic. Donc moi, à l'époque, j'étais sur Windows, tout ça. Je me suis mis en Mac pour me mettre sur Logic et pour suivre un peu ce qu'il faisait, quoi, tu vois. Ouais, c'est un peu ton Pygmalion au niveau beatmaking, c'est ça? Ouais, c'est ça. Un mentor, ouais. Et une question sur Jean Jas, il faisait des beats avant de rapper? Si tu sais, toi, tu l'avais déjà vu rapper avant? Il rappait avant, je pense. Non, enfin moi, quand je l'ai connu, il rappait, il faisait des beats déjà, donc... Ils avaient déjà fait un album en fait, moi quand je les ai rencontrés. J'ai mis les scratchs sur l'album qui était fini en fait. Et le groupe c'était quoi? C'était Exode Arabe. Ah bah ouais, c'est ça, on va en parler. Ouais. Et donc après toi tu as commencé à faire des beats et puis tu es devenu DJ pour Exode Arabe alors? Ouais, c'est ça. Ok. Et donc tu as fait beaucoup. Il s'est passé combien de temps avant que tu commences à faire par exemple ton premier son, que tu t'es dit là maintenant c'est ça que je veux faire et c'est comme ça que je veux les faire? C'est venu un an ou deux après avoir rencontré Jas. Quand j'ai recommencé à faire des instrus dans une manière différente et j'essayais moi d'avoir des pads. Je tendais vraiment à la MPC. D'accord. Je voulais ce truc mais j'avais pas encore d'MPC à cette époque-là. À la fin j'ai réussi à échanger un pad contre une MPC 500. Voilà, toute petite. Ouais, je me rappelle. Ouais. Et c'est là-dessus que j'ai commencé vraiment à trouver aussi un autre son, à trouver un grain qu'il n'y avait pas avec l'ordi, quoi, tu vois. Ouais, je vois. Ouais. Et le fait d'être déconnecté aussi de l'ordi, pas avoir toutes ces notifications, je suis plus tranquille pour faire des prods. Ouais, on a tous notre manière de faire. Ouais. C'est ça. Et t'as jamais essayé, par exemple, des sampleurs rackés avant ou des trucs comme ça, par exemple des Akai, des bazars? J'ai jamais été jusque-là, je commence seulement à connaître tous ces trucs ouais. Depuis quelques années déjà, mais je veux dire, mais je me suis intéressé bien plus tard. C'est sûr que quand on regarde les États-Unis et eux qui ont vraiment inventé ça,
c'est souvent la MPC qui revient, quoi. Ouais, c'est Akai, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, à fond. Sinon, avant, je sais qu'il y avait aussi une marque américaine qui s'appelle Emulator. Et Emulator, c'est comme des sampleurs rackés, comme les sampleurs rackés d'Akai, quoi, tu vois, de ouf, pour la dynamique. Mais ils ont toujours parlé pour la dynamique que... Royaz, voilà, Royaz. Travaille à fond sur des machines. Dédicace à Royaz, d'ailleurs. À fond, toi, c'est à lui, par exemple, j'ai acheté ma 2500, je suis dessus depuis quelques années. Ouais. Toutes les prods que je fais pour Akai MPC 2500. Ouais, et donc, tu travailles toujours dessus, hein. Ouais, tout le temps. Ah ouais. Et donc, ça, c'était une où tu as remis des gigas dedans ou C'est ça, trucs... ouais, j'ai mis un lecteur de cartes. Un lecteur de cartes, ouais. Du coup, je peux... Ah ouais. Et c'est une avec une disquette, un floppy aussi à ce moment-là, c'était ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. Ah ouais, donc tu as rajouté un truc externe pour pouvoir le faire. Ça. Maintenant, ils te vendent des trucs, tu peux mettre des autres cartes. C'est fou, quoi. Plus de mémoire. Et aussi, j'ai installé un autre OS. Ouais, je vois. Dedans, c'est un japonais qui a créé un OS qui est déjà plus bien paramétré pour pouvoir avoir... Tu démarres beaucoup plus vite ta prod. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Faire trop de réglages. Ouais. Tu coupes, tu fais tes effets, et c'est parti. Mais quand j'entends ça, en fait, ce qui est propre au DJ, c'est la SL1200 MK2. Tu vois ce que je veux dire? Et ce qui est propre au beatmaking, c'est souvent la MPC, quoi. Ouais, c'est fou, quoi. C'est vraiment un classique. Après, il y a une autre machine, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, il y a machine aussi, on parle de machine. Il y a la 808, la TR-808. Ah ouais, pour les... Ouais. Tout ce qu'on écoute maintenant, tout ce qui est infrabasse et tout. Ouais, je vois, ouais. Mais comment donc... Après, donc, toi, tu as commencé à faire du son, tu dis 2 ans après, tu as fait du son. Enfin, tu t'es dit, là, maintenant, c'est ça que je veux, c'est comme ça que je vais faire. Et on évolue de toute façon, puisque tu as encore évolué, puisque ça, c'est il y a quelques années, quand même. Ouais, c'était quand? C'est à 3-4 ans, tu vois. Parce que, tu vois, il y a eu toute cette période de trap, tu vois. Moi, je suis rentré dedans, c'est à ce moment-là que j'ai beaucoup plus mixé. D'accord. J'étais beaucoup plus DJ à cette époque-là de la trap, parce que j'en ai fait un petit peu, mais c'était pas mon délire d'en faire. Moi, je vois ce que tu veux dire. C'était pas mon truc. Ouais, je vois ce que tu veux dire, c'est une autre erreur. J'arrivais pas à me démarquer avec cette musique-là, tu vois. Donc, c'est pour ça que quand j'ai commencé à écouter les Marciano, les West Side Gun qui sont arrivés en 2014-2015. Marciano était là bien avant, mais tu vois, lui, il a créé toute une génération qui sont arrivés. C'est sûr. Et du coup, grâce à tout ça, c'est ça qui m'a mis à fond dedans. J'ai commencé à couper les samples. Ouais, c'est ça. Et donc, Exodarap, on en parlait. Donc, ça, c'est ton premier groupe. Donc, ma question, c'est, tu as fait des productions pour eux? Ouais, j'en ai fait quelques-unes. Et dans l'album d'Exodarap, qui s'appelait comment encore, l'album d'Exodarap? Il y en a eu 3. Le premier, moi je me rappelle. Le premier, c'était Concept. Après, il a eu le LP. Ouais. Et après, c'était... c'est pas grave, je mettrai la pochette. Non, mais ça, c'est normal. Ça, c'est quand on est actif. J'ai une petite mémoire de merde aussi. Non, c'est pas grave. Des fois, on oublie des trucs. Hein. Tu sais, en plus, maintenant, on a à l'air des lignes et plus des pochettes. Tu vois, moi, il y a des trucs que je connais, mais que je ne saurais même pas te dire c'est qui. Tu vois ce que je veux dire? C'est une ligne avec un nom dessus et tu dois te rappeler du nom sur la ligne, quoi. Enfin, bref, c'est comme ça. Mais, et donc, Charleroi, alors. Et donc, toi, tu as grandi à Charleroi. Exodarap a grandi à Charleroi. Et donc, vos premières scènes, vous avez fait là-bas, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'était où? C'était comment? Tu te rappelles la première scène? On faisait la première partie de Orelsan au Coliseum à Charleroi. Ah ouais. Et c'est là la première fois que quand même j'ai passé du temps avec eux parce que je les avais juste captés pour des scratchs dans un studio. Ils t'avaient demandé, ouais. Et après, on s'est revu 6 mois après pour ce concert-là. Et après ce concert-là, on a pu sympathiser, on est devenus des potes. Et ouais, ça déchire. On a fait d'autres concerts, ils m'ont rappelé. Ça, c'est à chaque fois bien passé. Ben moi, tu sais, on en avait parlé, mais moi, la première fois que je vous ai rencontré, c'est quand j'ai fait Escalator. Hein. C'est un concept que j'ai fait. Et je me rappelle que tu es le premier à avoir demandé pour monter en même temps que quand Jean-Jas rappait. Tu vois, tu vois ce que je veux dire? Tu te rappelles, hein? Quand Jean-Jas était encore tout rasé, là, comme ça. D'ailleurs, on passera certainement un morceau, là. Et c'est là que je vous ai rencontré. Donc, je ne sais plus quel morceau il a fait, ou peut-être qu'il avait écrit un texte pour ça, mais on avait fait aussi, d'ailleurs, il faudrait qu'on fasse une dédicace aux autres. Tu peux Thibaut, ouais. Et Raph, ouais. On s'est vus il n'y a pas longtemps, ils sont venus au Zénith là, de Cabajas à Paris. On s'est tous revus. C'était la réunion de. Ça, c'est cool. Même le Vince, le trompettiste, était là aussi. Ah ouais, Vince, dédicace d'ailleurs. Hein. Dédicace le premier DJ de Exodarap. Ouais. À un moment, vous étiez deux DJ alors, c'est ça? Oui, il était là. C'était le premier DJ en fait. Et moi, il
il était pas très dispo, il travaillait à mon avis, et je l'ai rencontré bien un an après, je crois, tu vois. Et c'est lui qui tapait. Du coup, on l'a intégré dans le show. Mhm. Tu vois. Et oui, il mettait des trompettes, je me rappelle. Il mettait des trompettes et on passait un morceau chacun. Moi, je tapais des scratchs. Lui, il était moins sur les scratchs. Mais il était chaud en cut et tous les trucs comme ça. On se partageait vraiment la scène. Ouais. Mais moi, de toute façon, il y a toujours un morceau d'Exode Arabe qui me reste dans la tête. On en a parlé la dernière fois, mais c'était le truc que vous avez tourné au Bar des Anges. Là, je t'avais expliqué. Ouais, le plus vieux métier du monde. Le plus vieux métier du monde, qui explique bien des choses. Tu vois ce que je veux dire? Qui explique aussi, qui est vraiment propre à Charleroi. Parce que le Bar des Anges, pour ceux qui ne savent pas, mais ça n'existe plus, c'était dans l'ancien quartier des prostituées à Charleroi. Et comment ça n'a plus été un bar de prostituées, parce que évidemment en Wallonie, vous le savez, venez voir Liège, vous allez comprendre. Quand il y a des travaux qui commencent, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. Donc le Bar des Anges, les gens ne pouvaient plus passer en voiture pour voir les prostituées, donc c'est devenu un café. Moi j'y ai mixé quelques fois, et c'est là que vous avez tourné le clip d'ailleurs. Hein. Ouais. C'est ça, le plus vieux métier du monde. Donc ça va à rapport aussi avec ça. Et c'était un bar où tu savais quand tu rentrais, mais tu ne savais pas quand tu partais. Je me rappelle, c'était incroyable cet endroit. Ouais. Vraiment, vraiment. Et donc le premier projet, donc tu m'as dit, donc tu as produit un truc dans le premier, tu as produit un son ou un track dans le premier projet, dans le deuxième, dans le troisième, tu as fait quoi? Dans le deuxième, j'avais placé une prod, je pense, ou alors je rappais dans le deuxième. Ah ouais. Et j'avais placé une prod dans le troisième. Ouais, et on en avait parlé la dernière fois, là, tu me disais que toi, au départ, en fait, tu avais fait des textes comme ça, et que, en fait, maintenant, tu rappes plus, mais... C'est ça, en fait, au début, j'ai voulu produire... En fait, au début, je rappais. J'ai commencé par essayer d'écrire, et je voulais rapper au début. Et c'était MC Escondo? Ouais. D'accord. Ouais. C'était MC Escondo ou Escondo? D'accord. Du coup, j'avais écrit des textes à l'époque et je me disais, vas-y, il faut qu'on trouve des bonnes instrus. On n'a jamais trouvé de bons trucs. Après, on en a acheté une qu'on aimait bien. On a payé, on n'a jamais rien fait avec. Ça m'a mis le seum à fond. Parce qu'on était un groupe, j'étais avec Django. Django. Et du coup, je me suis dit, je vais faire les instrus moi. Comme ça, au moins, on ne perd pas d'argent bêtement. Ouais, c'est sûr. Si vous le faites rien avec... C'est là que j'ai voulu commencer à produire. Et après, une fois que je voyais que je faisais pas grand chose, j'ai acheté des platines, je me suis dit, je vais mettre des scratchs. C'est là que je suis parti dans le scratch, dans le DJing. Et tes platines, c'est toujours les mêmes que quand tu as acheté? Tu as toujours les mêmes, les premières? Non, j'ai changé 2-3 fois quand même. Et pourquoi tu as changé? Parce qu'au début, j'ai acheté de la merde, j'ai acheté des trucs pas chers. T'as pas acheté des sels 1200, quoi? Non, j'avais pas l'argent pour acheter ça à l'époque. Ouais, moi, j'ai acheté ça bien plus tard. J'ai acheté mes platines à un nazi. Un nazi de Charleroi. Oh merde! J'ai appris après qu'il était nazi. Il passait quoi comme musique dessus, vieux? Je sais pas, c'est un type qui m'a posté dans la street quand j'étais au centre électronique, je voulais acheter. Je regardais les platines, le gars il passe avec un impair noir là, tu vois. Il me dit, si tu veux, je vais vendre les miennes. Il dit, je vais acheter les 5. Les SL5 qui venaient de sortir à l'époque. Ah ouais, putain, c'est marrant il dit, ça. Si tu veux, je te revends les miennes. Je vais chez lui. C'était un nazi, quoi. Il y avait des drapeaux et tout. Tu te rappelles? Il m'a fait comprendre en disant des choses horribles, tu vois. Ah mon Dieu. Ouais, non, en fait, chez lui, il n'y avait que des trucs de luxe emballés. Ah ouais? Tu vois, de collection, mais tout, tu vois, des sièges de ouf, tu sais, tu vois, les sièges de bulles. Ah ouais, je vois. Mais tout emballé, les gens ils disaient, ouais, ça vaut de l'argent. Il me sortait des vinyles, des Beastie Boys, fou, je sais pas quoi. Il me sortait des vinyles de fou, il avait une collection de malades. C'est paradoxal quand même. Paradoxal de ouf. Ah, voilà, en fait, c'est ça. En fait, après, j'ai capté son nom. Il m'a dit son nom, tu vois. Je rentre chez moi. Ouais. Il me dit, mais tu m'as jamais vu, tu vois. Il m'a dit ça plusieurs fois quand j'étais chez lui. Et quand je rentre chez moi, je tape son nom. J'ai vu qu'il a fait des saluts nazis. Mon Dieu, mon Dieu. Il y a des photos de lui dans le journal et tout. Putain, don't sweat the technique. Et maintenant, les platines nazies jouent que du rap. Putain, ça déchire, ça c'est une reconversion, frère. Ah, je surkiffe, quoi. Il sait pas l'histoire des techniques, ce mec, franchement. Enfin, bref, ça c'est bien marrant. J'ai regardé la date de fabrication avec le numéro de ses voix, elles sont de 85. Moi, je suis né en 85. Parfait. Elle m'était destinée, cette platine nazie. Trop fort. Et quand je veux parler de ça, j'aimerais te poser une question par rapport à tes influences. Donc, quand tu as fait du beatmaking, tu dis que c'est Jean Jass qui a été ton Pygmalion, entre guillemets, tu vois. Mais Jean Jass,
il t'a déjà certainement parlé de qui il kiffait en beatmaking. Est-ce que toi, tu as les mêmes influences que lui? C'est qui ton... Non, c'était pas exactement les mêmes, mais il y avait quand même beaucoup de trucs en commun, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Mais lui, il m'a fait découvrir plein de trucs. Plein de trucs que je connaissais pas. Comme quoi, tu peux dire, tu te rappelles? Dans les trucs ricains, des pit rock et des trucs comme ça. Ah, tu vois, que moi, j'avais déjà entendu, mais je connaissais pas vraiment les noms et tout ça, tu vois. J'étais plus sur le rap français déjà dans toute cette époque. Avant que je le connaisse, j'étais très rap français. Lui, il m'a bien ouvert un peu plus sur le rap américain. Tu vois. Ouais. Tu vois, il m'a plus mis dedans, tu vois. Ouais, il est de l'école américaine, comme toi maintenant, on est de l'école américaine. Tout ça, moi, j'avais pas... Toi, j'avais tout survolé les ricains, tu vois. À part Busta Rhymes, parce que j'avais signé tous les albums depuis The Coming, j'allais les acheter au magasin, tu vois. C'est quoi ton morceau préféré de Busta Rhymes? Ouf, il y en a plein, mais je crois que c'est surtout mon premier album, à mon avis, si je dois en dire un. It's a Party de. Moi, c'est de Genesis. C'est une chanson super lente comme ça. Genesis. Le morceau, tu peux l'écouter n'importe comment. De toute façon, Busta Rhymes, tout. Il a un niveau de malade. D'ailleurs, il n'y a personne qui veut le prendre en VS, là, tu vois. Il dit, moi, à un moment, il avait fait une vidéo, Busta Rhymes, il a fait. J'avoue, il a fait des hits aussi. Les gars, qui veut me prendre en VS sérieux? Moi, je vous prends tous, hein, si vous voulez, sur la même scène. C'est un monstre, quoi. Ouais, c'est un monstre. Ouais, vraiment, quoi. Et donc, ton influence, toi, c'est qui, alors, en beatmaking? J'avais quelques... En beatmaking, ouais. À l'heure actuelle, c'est vraiment Alchemist, tu vois, Rock Marciano. Rock Marciano, ouais. Bah, on en parlait tout à l'heure, là, tu disais que comment, vous aviez déjà fait quelque chose avec lui, hein, c'est ça? Avec Alchemist, les gars, ils ont su faire un truc avec Red Bull, ils ont posé sur un beat d'Alchemist et j'ai pu poser les scratchs sur le son. Ouais. Vous entendez? La Belgique est connectée avec le Alchemist, mec. Respect, bro. Et donc les machines, on parlait de ça, donc tu travailles sur MPC. Et quand tu fais un son, toi, comment est-ce que tu procèdes pour travailler? Est-ce que tu fais un son comme ça en une journée, ou alors des fois tu t'arrêtes et puis tu réfléchis, tu fais des trucs? Pour le moment, je travaille avec le 16. Tu vois, on a fait un truc. Ouais, dédicace au 16. Hein. On a créé un label qui s'appelle Agusta. Et c'est vraiment on travaille tout le temps à deux, en fait. Parce que moi, j'ai découvert aussi. Tu vois, j'ai fait des. À l'époque, je faisais mes instrus, mais j'avais toujours besoin d'un soutien dans les batteries. J'étais pas très fort, tu vois. Déjà, ça m'a toujours filé un coup de main pour ça. Et je me suis rendu compte que j'en ai marre de me casser la tête, vouloir faire les batteries. Maintenant, je veux couper les samples, et c'est pour ça que je travaille en binôme. Les 16 s'occupent des batteries. Et bien sûr, il fait d'autres choses, il fait le mix, master, tout ça, tu vois. Mais moi, je suis là pour la découpe, la recherche, le diguer à fond, tu vois. C'est ça qui m'intéresse, c'est ça que je kiffe faire. Ouais, le sample, quoi. Hein. L'école du sample, bien sûr. La recherche, quoi. Toi, écouter plein de musique, tu vois. Bien sûr. Ou alors tu te promènes et t'entends un truc qui passe que tu n'as jamais entendu, puis d'un coup t'entends un son. Je travaille pas comme ça, moi, non, tu vois. J'ai essayé ça 2-3 fois, mais c'est pas un truc avec lequel j'avance vite. Là, je suis vraiment je me mets sur YouTube, j'ai des méga chaînes de plein de trucs qui viennent de tous les pays, des vinyles, tu vois, que les gens ils ripent, tu vois. D'accord. Et c'est là que je digue à fond, et je me mets là-dessus, je peux faire 10 instrus en 1 heure, tu vois, ça peut aller très vite, tu vois. Mais tu as fait les brocantes ou pas, toi aussi, pour acheter des vinyles? Je l'ai fait un petit peu, tu vois, mais du coup ça coûte cher et le choix est pas fou, quoi. Tu vois. Ça coûte cher maintenant, quoi. Parce que je te parle de l'époque où moi j'étais par exemple avant Starflame, on allait faire les brocantes à Saint-Folien, c'est un quartier ici à Liège, tu vois. Et des fois on trouvait des disques à 50 cents, mon gars. Il y a des trucs de fou. Moi, la moitié de ma collection vient des brocantes, quoi. Après, j'ai reçu, à un moment, j'ai reçu 1000 vinyles de mon parrain qui avait vu qu'il y avait un garage qui allait être jeté, ils allaient jeter tous les vinyles. J'ai tout repris. Et en fait, c'est un gars qui voyageait au Brésil et à New York. C'était que des vinyles cadeaux qu'il recevait, tu vois. Et il y avait à chaque fois un petit mot dedans, tu vois. Et gros, j'ai regardé les vinyles, c'est que des méga trucs, tu vois. C'est que des productions brésiliennes, des trucs introuvables. Ça, j'ai tout ligué, hein. Ça, j'ai samplé tout. Ouais. T'as fait beaucoup de sons. J'ai fait Mes Jambes, par exemple. Ah, Mes Jambes, ça vient d'un sample brésilien. Ça vient d'un sample brésilien. Terrible. C'est vrai que maintenant, quand je l'entends dans la tête. Et c'était fait avec la MPC 500, tu vois. Terrible. Pour moi, on en a parlé, hein, mais pour moi, c'est un des classiques du rap belge. Hein. Ouais, pour moi aussi, c'est le classique. Laisse tomber, quoi. Quelle chanson de malade. Que ce soit l'instru et Jean Jass qui l'a interprété dessus, colle tellement bien dessus. C'est incroyable, cette chanson. Et
Donc ouais, tu disais, donc tu as reçu des vinyles et tout, mais là maintenant, donc tu te digues sur le net, c'est ça? Ouais. Et comment est-ce que tu as les sons? Tu sais les télécharger? C'est des... Là, sur YouTube, en fait, je suis avec mon ordi, je check les liens. Une fois que j'ai le lien, je me mets sur mon téléphone, je branche mon téléphone sur la MPC, je mets play sur mon téléphone, je sample. Ah, c'est ouf. C'est Pour les puristes, ça doit être difficile hein, d'entendre ça. Parce que nous, on est d'une époque, bah, tu sais... Tout ce truc donne un petit grain de merde. Ouais, bien sûr. C'est ça qui bien sûr. Bah, de toute façon, on est de l'époque du raw aussi, puisqu'on est dans le raw, je peux en dire. Mais tu vois, par exemple, tu vas parler de ça avec quelqu'un qui va te dire... je suis sûr que maintenant, ils font tous. Hein. Bah, quand tu vois Alchemist, par exemple, on parle d'Alchemist, chaque fois, il explique que quand il va dans les pays, il s'arrête dans tous les magasins de disques et il digue comme un malin. Mais il faut de l'argent pour diguer maintenant. Tu as des disques... Tu peux tomber sur des disques à $1, mais tu peux tomber sur des disques à $200. Tu vois ce que je veux dire? Il faut avoir de l'argent, quoi. Je comprends. Et le seul... J'aurais de l'argent, je le ferais. Hein, ouais, ben, moi, si j'avais de l'argent, j'aurais continué à acheter des vinyles, hein, je t'avoue. Moi, j'ai arrêté d'acheter des vinyles, mais j'ai une collection de vinyles qui fait que, un peu comme toi, après, si j'ai envie, je réécoute, et puis après, je peux faire du son avec, quoi. Ça, c'est sûr. Mais le seul, par exemple, que j'ai vu, il y a une émission qui s'appelle Rhythm Roulette, pour ceux qui veulent voir. C'est sur YouTube, vous tapez Rhythm Roulette, et c'est un concept où les mecs bandent leurs yeux, et puis après ils sont devant un disquaire de leur choix, et puis ils rentrent et ils prennent 3 disques, tu vois. Ça, ouais. Et le seul à ne pas avoir fait ça, enfin il a fait, mais le seul à avoir fait un truc de fou, c'est 45 Kings, donc le mec qui est le king des 45 tours aux États-Unis, qui est le DJ de Queen Latifah, et lui, à un moment, pour avoir... je sais pas, il trouve juste un sample et les 2 autres vinyles, il en casse un. Il sample le truc avec son téléphone et il fait un beat avec son téléphone aussi, tu vois. Donc voilà, après... Ouais, tu vois, moi, même il y a des gars, tu vois, les Raspesco, là, ils travaillent avec les petits trucs électroniques, là, ils en branchent plein, là. Bien sûr. Tu vois, maintenant, tu vois, c'est Ono, j'avais vu aussi. Ono, il faisait des beats juste avec des jeux, il allait dans les magasins de jeux d'arcade, et il prenait, et il faisait avec ça. Ouais. Après... c'est le résultat qui compte, quoi, tu vois ce que je... Mais par rapport à la sonorité, tu vas parler de ça avec un mec qui a un studio, il va te dire, mais mec, moi je suis du temps de l'analogique, quoi. Ouais, c'est ça. Je suis pas du digital. Le studio, c'est des petites pièces avec un ordi. Ouais. Et quand on parlait des productions, puisqu'on est dans le triptyque des beatmaking, hein, ta première collab, pas avec Exodarap, qu'est-ce que tu as produit pour un artiste, par exemple, de Charleroi ou de Bruxelles ou autre, qui était À l'époque, j'avais fait une mixtape Mind Breaks. Mind Breaks, ouais. Et là, j'avais invité 38 personnes, je pense. 38. Et là, j'avais fait tous les beats. J'avais été aidé par Jas pour les batteries aussi, quand même. Mais tu vois, j'avais fait les 38 tracks, tu vois, en 2015. Je veux juste faire un bac sur, par exemple, Jean Jas, quand tu dis c'est lui qui t'a aidé à faire les batteries, c'est quoi qui t'a appris pour faire des batteries, en fait? Qu'est-ce qui t'a donné comme conseil pour ceux qui veulent faire des beats? En fait, dans les batteries, moi, ce que je faisais à l'époque, c'est j'allais bêtement chercher des breaks. Hein, des breaks, ouais. Je me faisais pas chier, tu vois, je mettais les breaks les mieux qui passaient avec le sample, j'en checkais plein, j'en téléchargeais un maximum. Et voilà, je faisais juste des breaks, moi, tu vois. Et du coup, moi, c'est ça mon problème, c'est qu'à partir du moment où je dois choisir plusieurs éléments, je les assemble toujours mal. Ça, toujours... Ah non, mais il faut chercher. Ça donne toujours une purée, tu vois. Et, je comprends. Voilà, tu vois, moi, je trouve que le 16 a toujours été super fort dans les batteries. Et donc, le fait qu'il a bien voulu travailler avec moi, déjà, c'était un grand plaisir. Tu vois. Et le 16, c'est un beatmaker aussi, alors? Ouais, beatmaker accompli. D'accord. Pour ceux qui ne savent pas, ingénieur son. Le 16, c'est un bon ingénieur, un vrai ingénieur son hip-hop, ça c'est sûr. Quoi. Rappeur, ingénieur son. Et donc, c'est Agusta, alors votre label, c'est créé depuis quand? C'est créé depuis 1 an ou 2. Et tu peux expliquer pourquoi Agusta? C'est pour l'affaire Agusta, vous avez pris ce nom-là? C'est pour l'affaire Agusta, ouais. Et c'est ça, alors le vinyle que tu m'avais donné de Berry, là, je voyais le logo Agusta, ok, d'accord. Et donc, donc tu as fait Mind Breaks, est-ce que tu as fait d'autres choses après? Après ça, j'ai fait juste un projet vinyle de mashup un peu, de musique française. Parlons-en de ça, la musique française avec des rappeurs ricains en fait, qui rappent sur les instrus de la variété française. D'accord, et tu peux donner un exemple par exemple, ton préféré dedans? 21 Savage et Maxime Le Forestier. Ouais, ça déchire. Il y avait J. Cole et Julien Clerc. Et est-ce que tu as essayé d'envoyer par exemple à J. Cole? Non, j'aurais pu, mais tu vois, c'est bien,
comme j'avais déjà aucune autorisation de faire ce vinyle et tout. Ouais, c'est pas grave, tu leur envoies, ils écoutent et puis après ils kiffent, tu vois ce que je veux Il y dire. avait Vanessa Paradis. Vanessa Paradis, oui, je me rappelle. Seul aussi, tu vois. Donc, non, Vanessa Paradis et Nipsey Seul. Non, il y avait des bons trucs, mais tu vois, c'est trop grillé, tu vois. Je pouvais pas mettre ça sur Spotify non plus, tu vois. Ouais, mais ça, c'est eu un engouement. Tu as tout vendu, donc. Ouais, j'ai su tout vendre en moins de 24 heures et tout, tu vois. Ça veut dire qu'il y a un marché de ouf, quoi. Bah, c'est surtout que je voulais voir si j'avais une communauté. J'ai vu que ma communauté elle a répondu présent. Je me rappelle qu'on avait fait une émission ici, d'ailleurs, dédicace à Marie, qui faisait une émission ici à la Bad Station. Et comment elle t'avait invité pour justement la sortie du projet, là, je me rappelle, c'était vraiment cool. Et ouais, et donc. T'as fait ça, et est-ce que t'as produit, à part Mindbreaks, est-ce que t'as fait pour, par exemple, un titre pour un artiste tu vois, ça, en fait, j'ai jamais cherché à faire ça. J'ai toujours travaillé à l'affinité avec les gens. Ouais, d'accord, donc, ouais, si tu rencontres. J'ai jamais envoyé de prod à des gens. Ok. Et sauf jusqu'à maintenant avec Augusta, où là, on commence à inviter plein de gens, justement. Pour faire une mixtape, justement, là, on sort les morceaux directement. Ouais, je vois. On les sort au fur et à mesure. Ouais, maintenant, mais tu sortiras encore des trucs physiques. Ouais, maintenant que tu connais le chemin. Parce que, là, par exemple, les morceaux qu'on sort, on va arriver, tu vois, on met des moins connus, on met des plus connus, on va arriver à un truc homogène de gens assez peu connus et de gens connus pour pouvoir sortir un vinyle, à mon avis, hein, avec les sons qui sont sortis, tu vois. Donc, on va essayer à chaque fois de faire du physique et du vinyle, surtout, tu vois. Ah ouais, c'est ça. On est là-dessus, quoi, tu vois. Ouais, il faut. De toute façon, on est vraiment dans ça. Hein. Le CD, c'est notre musique, c'est ça. Donc, comme il est revenu, toi, et que enfin, toi, moi, je suis un grand acheteur de vinyle. Donc, tout ce qui sort en rap, là, souvent, je l'achète en vinyle. Toi, c'est des sorties à 300 exemplaires, 100 exemplaires. C'est pas des grosses sorties, tu vois, mais c'est un truc qui marche et que j'aime bien. C'est un business aussi, c'est bien. Hein. Parallèle, quoi. Enfin, je parle pas de toi, mais je parle en général. Là, maintenant, c'est un gros business. Quand on voit les Griselda après, qui font ça depuis longtemps. C'est les plus gros, tu vois. Ouais. Moi, je vise pas un truc comme ça. Mais, mais qui sait, mec, tu vois ce que je veux dire. Si quelqu'un, là, maintenant, arrive à avoir un soir, par exemple... Mais eux, je veux dire, eux, ils ont jamais visé ça, tu vois. Je veux dire, c'est arrivé, quoi, tu vois. Non, mais eux, c'est des hustlers, quoi. Les mecs, ils grind, ils font des trucs qui gagnent du pognon. Ils ont quand même fait ça 10 ans avant et ça n'a jamais marché, tu vois ce que je veux dire. Ah ouais. Il y a, tout d'un coup, ça a fonctionné, quoi, tu vois. Mais c'est peut-être aussi parce que, voilà, il faut avoir un nom qui interpelle, puis après leur pochette aussi. C'est la vision de Westside, je trouve, qui a réveillé aussi plein de gens. Quoi. Ouais, vraiment. C'est vraiment Westside Gun qui a une vision très particulière, parce que toi, Rocky Marciano n'a jamais eu de cette vision-là qui a permis de faire autant d'enfants aussi, quoi, tu vois. Mais Rock Marciano, il était signé chez Bootcamp avant, c'est ça, hein. L'album... je sais pas. L'album où il est sur le toit, là, tu vois. Il était dans The Un. Ouais. Après, je sais bien qu'il était dans Flip Mode Squad aussi. Ouais. Et lui, tu sais avec quoi il travaille? T'as déjà vu des reportages sur lui là? Ouais, j'ai déjà vu. Je vois qu'il est sur un ordi aussi, en fait. Il est sur Logic aussi. Logic, ok. Moi, je t'avoue que j'ai jamais essayé Logic. Il semble du vinyle. En fait, Logic, c'est un Cubase. Tu vois, c'est un truc super basique. Ok. T'as juste des pistes et tu coupes. Ouais. Bah, comme Ableton, quoi. Ou c'est mieux Ableton ou je sais Ableton, il y a plusieurs façons de travailler, tu vois. Ok. Et là, c'est vraiment je t'avoue que je découvre moi Ableton, donc. C'est plus Cubase, Logic, ou tu vois, un truc d'enregistrement Audacity, tu vois, je veux dire. Ouais, bah, de toute façon, moi, mon album, les 2 albums que j'ai fait, je les ai travaillés sur Cubase, donc c'était des briques Atari 1040 ST, noir et blanc. Ouais, bah, du coup, franchement, Cubase, c'est ce qu'il y a de plus similaire à Logic, tu vois. Ouais. C'est ce qui ressemble le plus. Et ouais, donc on parlait de Jean Jass et Caballero. Donc là, maintenant, t'es beatmaker, mais t'es aussi DJ pour Jean Jass et Caballero. Après l'épopée Exode Arabe, je vais appeler ça comme ça. T'es devenu DJ depuis quand? Depuis le tout début, alors, Jean Jass et Caballero? T'es au début de la création de Jean Jass et Caballero? Ouais, c'est ça. Donc t'as été DJ directement, vous avez travaillé ensemble? En fait, je continuais avec Jass, moi, et Jass, il me voulait toujours avec lui. Ah ouais, puisque t'as fait la tournée aussi pour Jean Jass Goldman, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, qui est sorti en après Exode, j'ai suivi Jass, et après Jass, il s'est associé à Kaba, donc j'ai su. Kaba, lui, il n'avait pas vraiment de DJ. Il prenait ceux qui venaient. Ouais, il demandait sur le côté, tu peux être mon DJ. Après, moi, j'avais essayé d'être déjà son DJ à l'époque, tu vois, mais il y avait aussi Turtle qui a fait son DJ aussi pendant. Dédicace à Turtle. Plusieurs fois, tu vois, il m'a remplacé plein de fois. Tu vois, il avait fait l'Olympia, il a fait plein de choses. Ça, je savais pas. Il a fait plein de trucs avec Kaba, tu vois. Et donc, Kaba, moi, je me rappelle que j'entendais des chansons de Kaba avant qu'il soit avec Jean Jass.
Et toi, est-ce que tu as connu le moment où est-ce que tu étais là au moment où ils se sont rencontrés? Non, pas au moment où ils se sont rencontrés, c'était dans une radio. Ils ont été faire un freestyle dans une radio. Je crois que c'était radio. Peut-être Radio Panique. Panique, ouais. Et c'est tout, moi je l'ai capté plus tard, tu vois, soit en stud, tu vois, ou dans les concerts, quoi, tu vois. Après, il y a eu le truc à notre tour, là, tu vois. Voilà, c'est ça, tu parlais tout à l'heure, à notre tour. Là, on a tourné à plusieurs, donc... Et toi, tu étais le DJ d'un autre tour ou il y avait un deuxième DJ, non? On était 4. 4 DJ, ouais. X-Men de la Smala, tu vois. Ah ouais, dédicace au DJ. Hein. Il y avait Turtle encore et Vince d'Exode. Ah ouais. Et moi, tu vois. On était 4, on avait fait même un petit démo dedans. Démo, hein. là, toi, 4. Et quand vous avez répété, c'est vous qui avez monté le show ou alors vous avez travaillé ensemble, quoi? Vous avez décidé de... Show, en fait, nous avait aidé à l'époque. Ah ouais, il avait fait du coaching? Ouais, il a fait... C'était notre premier coaching. Dédicace au pitch show. C'est lui qui a fait notre premier coaching à l'époque. Il y avait même Lompal qui était dans, qui était dans un autre tour. Lompal, ok, d'accord. C'était le seul français qui était dans le truc. Et donc, quand vous avez commencé à faire un autre tour, c'était une tournée Scafama ou alors c'était une tournée Back in the Days déjà ou... C'était déjà Back in the Days. Et quand est-ce que vous avez rencontré Back in the Days? En fait, moi, je me rappelle la première fois que j'ai vu les Back in the Days, d'ailleurs, c'est... j'ai oublié son prénom de... Max, ouais, qui m'avait contacté pour faire Escalator. C'est lui qui m'avait contacté, tu vois. Et c'était la première fois que je vous voyais, donc c'est la première fois que je voyais Max, et que je pense que c'est le début aussi de Back in the Days. Donc là, maintenant, Back in the Days, ils ont au moins 10 ans, hein. Ça fait 10 ans, non? Ouais, depuis 2009, je crois. Ah ouais, même plus, carrément, ouais. Ouais, parce que, Escalator, c'est 2010, 2011, quoi, donc... Et ouais, donc... vous avez fait... donc c'était Back in the Days qui vous est tourné à notre tour, et puis... Après, c'est là que la fusion Kaba et Jean Jass s'est faite et que vous avez décidé de faire un projet. Donc, eux, ils ont travaillé, sur le côté et puis après, ils t'ont appelé ou toi, tu étais impliqué dedans? Non, c'est plus eux. Hein, ils s'amusaient en studio, tu vois. De base, ils voulaient faire qu'un morceau ensemble. Ouais. Après, ils sont partis sur un autre morceau. Ils ont trouvé que ça fonctionnait bien. Ils se sont dit, ils vont faire un petit projet. C'est comme ça que le double hélice est né. Double hélice, ouais. Crack, je pense, le premier. Et tu peux expliquer, c'est eux qui ont trouvé le nom, mais toi, est-ce que tu as amené quelque chose Moi, dedans? j'ai ramené des scratchs. Hein. Déjà, il m'a appelé direct pour. J'ai placé plusieurs scratchs là dans cet album. Et pour parler de scratch, je sais souvent, toi, tu es à l'américaine, j'entends souvent des scratchs en anglais, quoi. Ouais. Pourquoi est-ce que tu prends des scratchs en anglais et pourquoi pas en français? Des fois, t'en as mis en français aussi? Ouais, j'en ai aussi en français, ouais. En fait, c'était à l'époque, ça dépend du son, en fait. Parfois on tend au français, parfois on tend au ricain. Ouais, c'est ça, il faut que ça colle. Ouais, on regarde quand ça colle. Après, c'est les idées qui viennent comme ça, tu vois. Ouais. Moi, je me souviens que pendant une petite période, on était vraiment plus sur les scratchs ricains, quoi. Et tu fais comme souvent, moi en tout cas, c'est ce que je faisais, par exemple, quand je crée un beat, et encore maintenant, je prends des acapellas sur des vinyles, et puis je les mets sur le son pour voir si ça colle, et si ça collerait bien sur un américain. C'est bizarre, mais c'est toujours comme ça, tu vois. Ouais. Est-ce que tu fais ça aussi, toi? Moi, je regarde souvent, quand je dois chercher un truc ricain, j'essaie de réfléchir à un morceau, ou alors je cherche les paroles. Ouais. Tu vois, il y a aussi Rap Genius que j'utilise quand même pas mal, tu vois. Et c'est quoi Rap Genius, tu peux expliquer? C'est un site où tu peux retrouver les paroles de tous les albums, quoi, tu vois. Ah, ok, ouais, mais les paroles, tu les entends a cappella, ou alors tu les as juste les paroles? Non, avec les sons en général, tu vois, au début, j'essaie d'avoir les acapes, et maintenant... Je trouve que c'est mieux, je préfère les scratchs quand on entend même l'instrumental qu'il y a derrière. Ouais, comme DJ Premier. Tu vois. DJ Premier, il faisait ça, ça rendait les bazars de fou. Je trouve que ça donne une atmosphère. Et parfois, une ACAP, ça amène quelque chose. Tu vois, c'est trop bien propre, bien sûr. Tu dois être beaucoup plus technique. Bien sûr. Moi, je suis dans un truc plus musical. Tu vois, je vois ce que tu veux dire. Du coup, vraiment, je suis vraiment pas un grand scratcher, quoi. Tu vois, je suis vraiment un scratcher de base, moi, je trouve. J'essaie d'être musical, j'essaie pas de montrer mon savoir-faire. Je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, moi aussi, je suis un parti DJ. Hein. Moi, je suis pas un turntableiste. Je respecte ça et tout, mais je ne saurais pas m'enfermer chez moi pendant 15 ans. Moi aussi, je sais faire du passe-passe et tout, mais jamais je vais me mettre en soirée et commencer à faire du passe-passe. Mais voilà, il y en a qui savent le faire, il y en a qui le font. Même par exemple. Il y en a qui le font très bien, les Odilon et tout ça, toi. Ouais, bien sûr, Odilon, niveau de malade. C'est une machine de guerre, le mec. Dédicace Odilon, d'ailleurs. Mais tu sais, par exemple, quand je vois mon ami Kali, là, qui est en face de moi, quand je le vois qui est dans quand il est des battles de break ou quand il vient mixer pour des trucs de break, je le vois tout le temps en train de faire du break, du passe-passe, tu vois, dans les breaks. Ben moi, je me rends compte que moi, je ne fais jamais ça, quoi.
Je ne sais pas Après, pourquoi. ça se fait plus dans ce qu'il fait, dans la musique. Il fait ce qu'il veut, tu vois, il fait ce qu'il veut, ça c'est sûr. Mais voilà, moi, je me suis jamais dit, oui, je vais le faire, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai de la flemme, tu vois, aussi. Je sais pas. J'aime bien écouter aussi le morceau. Parce que, aussi, souvent, enfin, en tout cas, moi, je suis de l'école de la musique que quand on faisait breaker, c'était plus de la funk et de la soul, c'est pas des breakbeats, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, t'aimes bien la chanson, t'aimes bien comment ça chante, t'aimes bien aussi quand le break va arriver, tu vois, des trucs comme ça. Mais sinon, c'est sûr que moi, dans la technique, je suis pas. Moi, je sais scratcher, quoi, tu vois, mais après, c'est pas. Moi, j'aime faire danser les gens, j'aime faire shaker les booties, tu vois, mais faire shaker les booties avec des vrais trucs, pas avec des bazars, tu vois, bref. Mais ça, c'est une lutte perpétuelle. On est en 2023, il y a. La Terre a tourné ou a commencé à tourner à l'envers. Peut-être qu'elle va se remettre dans le bon sens, mais c'est comme ça, quoi. Et pour en revenir à Jean-Jacques Caballero, donc, est-ce qu'on peut parler d'Aïe et Finzer, puisque mon fils est là derrière, hein. Est-ce qu'on peut en parler? Comment est-ce que toi, tu as été approché? Évidemment, directement, quand on leur a proposé, toi, tu étais dans le jeu, quoi. Ouais, depuis la première saison, moi, je suis là, comme je suis le DJ, tu vois, ils me prennent à chaque fois dans les trucs, quoi. C'est ce qui est bien pour toi. Parce après, ils m'ont trouvé un rôle dans la saison 3 et 4, je suis devenu le juge suprême, tu vois. ouais, c'est ça, ouais. Trop bien. Et du coup, là, c'est très marrant, quoi. Et c'est bien, ils t'ont trouvé un rôle, mais c'est quand même aussi, est-ce qu'ils t'ont demandé des fois, par exemple, de mixer, ou tu me disais non, vous n'avez pas le temps de le faire? Non, là-bas, en fait, vu que ça tourne tout le temps, toute la journée, il ne peut pas avoir de musique, tu vois. Bien sûr. Et donc, la musique, elle est rajoutée en post-prod. Et c'est toi qui décides de musique? Donc, il ne peut rien avoir. Non, la musique, non. C'est eux qui gèrent ça. Et ta fonction du juge suprême, alors, tu peux l'expliquer? C'est une fonction complètement inutile. Je suis un vulgaire pantin. Je suis un vulgaire pantin. Tu me fais penser à quelqu'un qu'on va parler. Là, on va parler de lui. Marrant de ouf. non, je te remercie de ouf de me faire vivre ça. Franchement, je vois que des bonnes âmes là-bas, tu vois. Ah ouais, comment est-ce que tu veux pas t'amuser dans un bazar pareil? Ouais, c'est ça, tu vois ce que je veux dire. C'est comme ça, ouais. C'est un luxe, hein, franchement, de vivre ça. Bah, c'est ça, quoi. Si tu peux faire ce que tu as envie, c'est déjà magnifique en plus. Et après, enfin, tu vois, c'est. Voilà. Ouais, on mange, tu vois, comme des rois toute la journée. Vous ne faites pas que manger comme des rois. On fume les meilleurs bœufs. Les meilleurs druides sont dans la place. Les meilleurs druides, t'entends. Et donc, quand vous faites ça, ben, ça se tourne pendant la journée, c'est ça et tout. Et puis après, vous faites des teufs ou alors vous allez dormir parce que vous êtes complètement à Finzer. On fait la teuf de la fin. Toi, c'est souvent, ça se termine vers 20h, 21h, peut-être 22h. Et toi, ça festoie jusqu'à 23. Ça festoie. 1h, 2h, et après, c'est mort. Moult ripaille. Parce que ça se réveille à 9h du matin, tu vois. Ah ouais, pas le choix, puisque vous devez tourner par rapport à la lumière. Ça tourner direct. Non, c'est jusqu'à beaucoup à faire, tu vois. Ouais, il y a beaucoup à faire, ouais. Ouais, et donc, il y a un scénario qui est écrit et tout, et puis après, vous suivez le scénario, ou alors des fois, vous pouvez partir dans ce que vous voulez. En fait, ils vous filment aussi par rapport à vos réactions, quoi. En fait, il y a toujours un plan, donc ils sont en train de tout installer à un endroit. Pendant qu'ils installent à l'endroit-là, tout le monde est en pause, donc ça filme quand même la pause, ça rigole quand même, ça fait des choses. Ben oui. Et après, il y a le vrai plan, donc... tu vois, à chaque fois, il y a certains invités qui sont là, d'autres non. Tu vois, c'est bien, il y a tout un timing, il y a 20, 30 personnes qui travaillent là-dessus, derrière en technicien. Ah ouais, c'est fou, on se rend pas compte. Ouais, c'est un game. Ouais. C'est un vrai truc, c'est comme un film. Le truc. Et donc, le juge suprême, il peut arriver comme ça, alors? Ouais, ça, moi, je suis au milieu de tout ça. Ouais, ça déchire. Travailler. Ça déchire. Et donc, je te disais que tu me faisais penser à quelqu'un quand tu parlais, donc on va parler d'Inoc, hein, puisque là maintenant, tu viens de me parler que vous êtes allé à Montréal. Ouais. Et vas-y, raconte un petit peu, s'il te plaît, comme ça les gens vont sourire. C'est bien. Bon, merci déjà à tous ceux de là-bas. Puis comme des rois. Dédicace au Québec, la QC. Hein. De ouf. Ouais. Et donc, le Inoc, il est venu vous chercher en Gamos, c'est ça? C'est ça que tu m'as dit, hein? Si on peut en parler, hein, tu me dis. Il nous a invités au resto, on a mangé un petit resto haïtien avec le roi. Ça a fait plaisir de ouf, hein. Bon, merci à lui encore. Ouais, ça déchire, dédicace à Inoc. Respect. Ouais, royal respect au roi Inoc. Et ROS, sans oublier. Ouais, ROS. Et Junior, le super producteur, c'était dans son resto. Ah ouais. Et c'est son surnom, le super producteur? Il s'appelle comme ça, Junior, le super producteur. Waouh, ça déchire, trop bien. Et comment, est-ce qu'il vous a lâché encore un truc mythique quand vous étiez en train de manger?
Est-ce qu'il était au bout de la table comme le ça, roi? Je pense que ça doit rester privé. Ouais, mais ça, c'est pas grave. Hein. Ouais, ça, c'est normal. On peut pas tout dévoiler. C'était notre grande discussion, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Et ben, tu peux nous le dire, par exemple, un truc, par exemple, qui s'est passé entre toi et lui, peut-être pas personnel, mais qui t'a fait péter de rire, ou qui t'a dit, putain, le mec, il est vraiment fort, quoi, tu vois. Il y a trop de trucs. Je vais aller trop loin. Si je dis, tu vas aller trop loin. Ok, c'est trop explosif. Ce qui est au QC reste au QC. C'est ça. D'accord. Et donc là maintenant, vous avez fait des connexions, on en parlait tout à l'heure, vous avez fait des connexions là-bas. Ça fait plusieurs fois que vous y retournez. Ouais, avec Sadamus et... Sadamus, ouais. Putain, j'ai oublié les noms, je suis merde. Non, c'est pas grave, bon. Si. J'ai dit tout à l'heure là, que j'ai écouté un son avec justement Sadamus et... j'ai oublié le nom, pardon. Ouais, putain. Ouais, c'est pas grave, je regarderai. Et donc vous avez fait des connexions. Et avec donc... Funklow aussi, tu vois. Funklow, ouais. J'espère qu'on va faire un projet avec lui. Là, il a pris déjà 4 prods, là, il est chaud, là, qu'il allait les plier. Et vous allez y retourner bientôt? Au chef aussi. Au Bia, ouais. Mokashmo. Mokashmo qui est un liégeois qui habite là-bas depuis plus de 10 ans maintenant, je pense. Et qui est DJ pour Obia. Obia le chef, tapé sur le net. Grosse dédicace. Ouais, Obia le chef, j'adore. La queue évidemment, et plein d'autres trucs. Il a plein de sons de fou. C'est un gars respectueux, c'est un gars talentueux aussi. J'adore ses posts aussi, quand il met ses dents en avant. Comme ça, tu vois. Il me fait trop rire, ce frère, franchement. Quand il roule dans sa... Il a une Prius, c'est ça. Il m'a fait rire quand tu as fait son Insta, là, et que tu le vois passer avec sa Prius. Mais c'est quoi, ça s'est passé comme ça. En plus, on se baladait. On est passé, on l'a capté. Et après, je l'ai filmé. Ouais, trop bien. Et donc, vous allez y retourner bientôt, alors? Vous savez quand vous allez y retourner? Ou les projets, c'est quoi au Canada? Faire des concerts aussi? Ouais, bon, là, on a fait 2 concerts. On a été... Ça s'est encore très bien passé. À chaque fois, ça se passe trop bien, quoi. Et il y avait des tables tournantes pour toi? Il y avait des tables tournantes pour toi? Ouais, à fond. Il y a un pupitre de mélange. Et ouais, ça se passe bien, mais de toute façon... Il y avait Mike Shab aussi, Nicolas Craven, tu vois. Ouais, Nicolas Craven, ouais. Et les gars, ils ont fini, tu vois, enfin, on va pas en dire plus, mais... mais il y a des projets, de toute façon, ça n'arrête jamais là-bas. Eux, ils ont l'esprit, comme les Américains, ça n'arrête jamais, quoi. Donc c'est bien la preuve qu'il faut jamais s'arrêter, jamais baisser les bras, il faut toujours continuer. Et il faut avancer, c'est comme ça qu'on avance, c'est pas en attendant qu'il y ait quelque chose qui arrive que ça va bouger, les frères. Ça c'est sûr, en plus, n'oubliez pas, on vient de Belgique, donc la Belgique c'est comme on a dit, hein, c'est comme Liège, hein, les travaux commencent, mais on ne sait pas quand c'est fini. Donc, la deuxième question, là, maintenant, c'est plus personnel à toi, c'est low life. Est-ce que tu peux expliquer ça? Puisque... Ça en fait, c'est Kaba qui m'a fait rentrer dans ce truc. Okay. De base, je m'habillais pas du tout en rêve. Mais j'ai commencé à kiffer tout doucement, tu vois, j'ai acheté des petits polos avec le petit poney, là, juste tout simple. Ouais. Après, j'ai commencé à étudier vraiment cette marque et la culture qu'il y avait derrière, par les gars de New York, tu vois. Et en voyant toute la culture qu'il y a, ça m'a trop intéressé, tu vois. Ouais, et j'ai vu qu'il y avait des pièces, tu vois, les pièces OG, les pièces de collection, tout ça, c'était vraiment une recherche de ça, d'avoir les pièces... impayable de l'époque, quoi, tu vois, qui veut arracher ça dans mon magasin. Et du coup, je suis tombé dedans à fond, quoi, parce que c'est une méga culture. On peut retrouver, tu vois, des vieilles photos, tu vois, des années 90, tous les gars, ils ont les mêmes polos, là, tu vois, qui sont toujours vivants, là, les polos, ils sont en parfait état, tu vois ce que je veux dire. Aux États-Unis, c'est un gros crew, hein, ça part de New York, hein, c'est ça, non? Ouais, ça part de New York. Et c'est qui, tu connais Il y a Racklow. Racklow, hein. Il y a lui déjà qui est dans le truc. Moi je connais que lui. Et il y a le Polo King aussi. Hein. Il y en a d'autres, il y en a plein, tu vois. Celui qui avait fait un son avec le sample de Jokes, là, tu vois. Il y a Polo Rican. Polo Rican, ouais. Faustine Hall. Ouais, Thurston Hall, voilà, c'est ça. Ouais. Il y a lui aussi, tu vois, qui est avec Racklow aussi. Tu vois, ils avaient une petite section chacun, en fait, tu vois. Ouais. Ils avaient eux, ils ont fini par tous se rencontrer et tous travailler ensemble, en fait. C'est fou, c'est comme une nouvelle culture dans la culture. Après, il y a eu ça dans tous les États, quoi, tu vois. Dans tous les États, et maintenant, c'est worldwide, quoi. Maintenant, c'est dans le monde entier. Ouais. Au Japon... Et du coup, tu vois, tu peux connecter des gens... Moi, j'ai connecté tellement de gens avec ça, tu vois, c'est un truc de fou, quoi, tu vois. C'est une communauté, ouais. Je parle avec des gens au Japon, je parle avec des gens, je te dis, au Canada, avec Funklow, je parlais déjà avec lui, parce qu'il était aussi dans... C'est un des représentants canadiens des Low Life, tu vois. Et donc, vraiment, avec ça, tu rencontres plein de gens partout, quoi. Et toi, moi... S'il y a un low life,
je sais pas qui vient de quel pays, de quel endroit du monde, tu vois, il est bienvenu chez moi. Tu vois. Ah ouais, mais c'est ça, mais c'est comme comme ça que ça se passe. Tu vois. C'est comme la culture, c'est pareil. Avant, c'était comme ça. T'allais et t'étais hip-hop. Ouais, c'est ça. En fait, tu vois, c'est un peu les restes de cette culture hip-hop. Voilà, c'est ça. Trouvé dans ce truc de la life. C'est beaucoup plus terre à terre. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu vois. Et parce que le rap maintenant c'est devenu aussi, tu vois, le hip-hop et tout ça, c'est devenu trop. Ouais, c'est mainstream. C'est ce truc-là, tu vois. Ouais, bien sûr. Il y a toujours quelque chose il y a toujours quelque chose qui se recrée de ça, quoi. C'est sûr. Et quand tu parles de low life, il y a des kings. Donc on parlait de Raclo, tu vois, mais en Belgique, c'est qui? C'est toi le premier à avoir fait ça ou non, je pense qu'il y avait déjà des autres. Mais déjà, de toute façon, il y avait Kaba qui était là avant moi. Kaba, c'est plus des Lowhead, tu vois. Nous, on est plus Lowhead, aussi. Parce que le low life, c'est vraiment le gang de low life, tu vois. Et il y a des meetings. Les Lowhead, c'est ceux qui portent du Ralph, quoi, tu vois. Moi, je suis plus Lowhead. Et il y a des meetings où, par exemple, en fait, des fêtes hip-hop, il y a des fêtes low life. Moi, j'ai fini par rencontrer des gens de Paris, en fait, tu vois. Et en fait, j'ai été au magasin à Paris chez Ralph Lauren un jour avec Cabaljas. Et là, on regardait le truc, on était habillés complètement en Ralph tous les trois. Et toi, les vendeurs, ils se demandent quoi là, tu vois. Et du coup, ils viennent près de nous, ils montrent un peu les vues et tout ça, tu vois, sur Insta. Tu vois, les likes, tous les bails. Et du coup, eux, ils se disent, ah, c'est des artistes, tu vois, on va faire un truc, tu vois. Et du coup, ils ont fait une genre de soirée pour la sortie d'une marque et on a reçu des invitations pour y aller. Moi, j'ai pu mixer là-bas. Terrible. Et ils nous ont offert des pièces Ralph, tu vois. On était les premiers rappeurs de France, enfin d'Europe, là, à recevoir des pièces de Ralph. Il n'y a aucun rappeur qui a jamais reçu de pièces. Là. On a reçu les pièces là, c'était complètement ouf. Et du coup, là, j'ai rencontré tous les low lives de Paris en vrai. Et là, c'était Fresh Cribs, tu vois. Et il y avait un autre gars de UVTPK, tu vois. Et eux, ils sont en fait partis à New York. Et ils ont capté les gars, Raclo et tout ça, tu vois. Donc ils ont été dormir chez eux et tout ça, ils ont passé du temps avec eux et tout ça. Quoi, c'est vraiment une communauté. C'est eux qui leur ont dit créer la section en France, quoi, tu vois. C'est le Paris Polo Club. C'est fou, quoi. En France. Et eux, ils ont essayé de démarcher, toi, à l'époque, je crois que c'est en 2011 qu'il a créé ça. Il a essayé de partir en Hollande. Enfin, tu vois, il a essayé de ramener les gens d'Europe, en fait, tu vois, pour faire des shootings. Et voilà, après ça s'est un peu tombé, c'est un peu mort son truc, et là c'est revenu à fond, quoi, tu vois. Il y a plein de gens qui sont venus. Maintenant il y a Polo Shop Crew en Espagne, tu vois, ils sont méga présents, eux, ils sont beaucoup, tu vois, ils sont sur les réseaux, ils font beaucoup de choses. Et aussi les Anglais, tu vois, les Anglais ils sont aussi nombreux. Ils ont du linge. Ouais, il y a un gars, Suicide Skyer, lui, qui est le plus grand collectionneur de... Là, déjà le nom, il est dingue. Ouais, il est lourd. Je vais aller checker, ça déchire, bro. Et tu sais, moi, quand je pense par exemple, à Polo aussi, je me rappelle toujours Raekwon dans Ice Cream, la chanson Ice Cream où il a le snow. C'est ça, moi j'ai compris ça des années plus tard, que c'était Ralph Lauren, ça, je ne savais même pas, tu vois. Pour moi, de toute façon, Raekwon, c'est d'ailleurs une petite. Je pense qu'on en a parlé, hein, mais une petite incartade sur le Wu-Tang, c'est qui ton préféré? Ouf. C'est dur ça. Hein. J'ai posé la même question à Daex l'autre jour, pas à Daex, pardon, à Daex d'ailleurs, dédicace à Tarwan, pardon. Et, ouais, c'est dur, hein, parce que tu vois, j'aime bien. Mes préférés en tout cas, c'est. Tu vois, il y a Ghostface quand même, tu vois. Soit Ghostface, soit Raekwon, tu vois. À chaque fois, je pose la même question, mais chaque fois, après, il y a l'autre, c'est Ghostface. Il y a aussi un truc que j'aime bien, j'ai oublié son nom à chaque fois. Non. Ouais, c'est ça, Inspector Deck, ouais. J'aime quand même beaucoup aussi, tu vois. Moi, j'adore Raekwon aussi. Pour moi, Raekwon, c'est le king de la salle. Ouais, non, mais moi, je préfère Ghostface. Par exemple, Raekwon, j'aime bien, tu vois, l'album qu'il a fait avec Ghostface, justement. Ouais, bien sûr. Après, les autres albums, je suis moins dedans. Ouais, tandis que les Ghostface, je suis plus dedans, donc je vais dire Ghostface. Mais non, ça, je choisis. Ouais, mais de toute façon, Ghostface, quand t'entends les Supreme Clientèle, tous ces trucs-là, il était en avance sur tout le monde. Un peu comme quand tu regardes les Deep Set et que tu regardes ce que Cameron a fait. Cameron a fait du lent avant tout le monde, quoi. Ouais, même les nouveaux trucs qu'il a fait avec Sour Soul, là, tu vois. Ouais. Les trucs là, trop lourd. Quand tu vois le Ice Cream et que tu le vois habillé, tu te dis, mais putain, quoi, quelle veste de malade, tu vois ce que je veux dire, il est trop sapé, quoi. Il est vraiment trop fort. Et, il a rendu ça classique. Ouais, c'est ça. Mais voilà, mais ce qui est fort, c'est que là, maintenant, tu viens de nous montrer que, tu vois, quand la communauté hip-hop est née, on s'est soudés et c'était vraiment en bas, tu vois.
Et puis maintenant, le low life, eh ben, il recrée à peu près le même schéma. Créé ça, ouais. Et c'est Et en plus, la plupart des low life écoutent cette musique, tu vois, bien sûr. Kiffe, quoi, tu vois. Bien sûr, de toute façon, c'est vraiment une communauté où on se comprend très vite, quoi, tu vois. Ouais. Il faut aller écouter les clips à 3000 vues ou 5000 vues, hein. C'est ça l'avenir, quoi. C'est pas les clips à 15 millions de vues. Hein. En France, pas les contenus proposés. C'est ça, quoi, les Rivers Iceberg Theory, quoi. L'iceberg inversé. Que du paraître et rien en dessous, quoi. Laisse tomber, c'est 2023 en ce moment, c'est comme ça. Et là maintenant, j'ai une question par rapport au projet. Là maintenant, tes nouveaux projets dans l'avenir, dans un futur proche ou même dans un futur, c'est quoi tes projets? Je te dis, on va sortir un vinyle sûrement avec les sons qu'on fait là, tu vois, avec Augusta. Instru? Ou alors avec du rap? Avec des rappeurs, je sais pas, tu vois. Et sortir aussi un projet normalement dans le futur avec Cabajas, tu vois. Un sac en route déjà, tu vois. Plus boom bap alors ou plus. Ouais, c'est ça, c'est que du sample, hein, tu vois. Ouais. Moi, j'essaie plus de plaire à qui que ce soit. Ouais, c'est ça qu'il faut. Ouais, voilà, ouais. Un moment, j'aime bien ce que je fais. Il faut se sentir bien. J'estime que ce que je fais, c'est bien. Je dis pas que vous vous sentiez mal, mais c'est quoi qui a fait que vous reprenez une direction vers le centre, même si vous étiez déjà dans le centre? Eux, ils sont plus détendus, vu que, toi, ils ont atteint quand même pas mal d'objectifs, même si je suis sûr qu'ils en ont d'autres, tu vois. Ouais. Mais ils ont atteint pas mal d'objectifs, donc ils peuvent se reposer un petit peu, tu vois, et faire ce qu'ils aiment aussi. Voilà, c'est ça. Tu vois, ils sont pas obligés de... Et aussi, ça, c'est blindé, quoi. C'est pas de la signature, quoi. Ils ont leur signature ou ils ont ce qu'ils doivent faire, mais sur le côté, ils peuvent faire ils ont leur studio, de toute façon. Avec ce qu'ils ont atteint comme objectif, ils ont réussi à faire un studio. Et ils y travaillent souvent. Ils se payent tout seuls, ils sont tranquilles, quoi. Et donc vous allez faire un album avec Augusta, c'est ça? Avec des invités, est-ce qu'on peut avoir un nom ou pas? Ou tu sais déjà, vous avez déjà enregistré des choses? Par exemple, tu vois, il y en a déjà 4 qui sont sortis, tu vois. Donc il y a Cosa, Convoque, MLS de Paris et Blackweed là, qui sont sortis. Là, les prochains vont arriver. Au fur et à mesure, on lâche le nom. Parfait, ouais. Et donc vous travaillez comme ça, quoi. Ouais. Et comment ça se passe? Vous faites des sons, plein de sons et vous envoyez, ou alors vous voyez et puis après vous faites écouter? On fait écouter. C'est ça, on veut se capter, faire écouter les sons, essayer de voir ce qui va choisir le rappeur et tout ça, c'est toujours intéressant à voir. D'accord. Et quand tu dis là maintenant tu fais ce que tu as envie, ça me fait venir à une autre question. Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle génération? Ceux qui sont toujours en train de faire ce qui était fait il y a quelques années, tu vois. Ou alors dis-moi ce que tu penses de la nouvelle génération et puis après je poserai la question. La génération là maintenant elle part dans tous les sens, hein, tu vois, il y a plein de styles qui s'ouvrent dans cette soi-disant musique rap, tu vois, c'est devenu beaucoup de choses très différentes, tu vois. Donc maintenant on peut faire de tout, quoi, tu vois. Et tu trouves pas que c'est fort? C'est juste que tu vois, à un moment il va falloir choisir. Les noms, tu vois, il va y avoir des noms différents qui vont sortir à un moment donné, je sais pas, tu vois. Et tu trouves pas, comme on parlait du Québec, tu trouves pas que le Québec est beaucoup plus comme le hip-hop avant en Belgique? C'est-à-dire qu'en Belgique avant c'était fort différent, quoi. Et puis à un moment il y a eu une vague tu vois, tout le monde fait à peu près la même chose parce qu'il y a une recette qui fonctionne, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais ça je pense que ça arrive dans tous les pays, c'est toujours ce truc quand de vouloir faire. Mais moi en fait, pour un rappeur, je trouve ça normal de vouloir se tester sur toutes les sortes de nouveautés. Après, il y en a qui se plantent royalement et qui le sortent quand même, c'est ça le problème. Je vois, mais il y en a qui ne savent pas. Il y en a qui savent le faire. Je veux dire, un Rimka, putain, lui, il rappe sur n'importe quoi de manière qu'il veut, il tue. J'adore. Fou, quoi, tu vois. À fond, j'adore. Moi, je trouve que c'est l'ancien qui a le plus géré, tu vois. Moi j'adore. Il y en a plein de son âge, ils savent plus rapper, quoi, tu vois. Tu leur mets un truc, même le DMV et tout ça, lui il kick ça tranquille, comme s'il avait fait ça toute sa vie. Donc tu vois, il y a des gens, ils savent rapper, c'est tout. Il y a des gens, ils essaient de suivre la tendance, ils n'y arrivent pas. Mais ils n'arrivent pas à avoir une recette qui fonctionne bien. Ça fait comme s'ils étaient trop vieux directement. Je vois ce que tu veux dire. Il faut arriver à... Même si ton un truc à l'ancienne, ce que je fais moi, par exemple, c'est des samples et tout ça, donc ça peut paraître à l'ancienne, on l'actualise. J'arrive, je mets des 808, des trucs de trap là, au milieu d'un sample, tu vois. Ça a toujours été comme ça. Qui n'a rien à voir avec... Toi, on essaie de créer autre chose, quoi, tu vois. Mais quand je parlais du Québec, c'est ça. Moi, quand j'étais au Québec, je sentais vraiment. Là-bas, je pense qu'il y a de toutes sortes, en fait. Il y a tout, vraiment. Ça, tu vois, il y a les rap gangsters, il y a le rap West Coast, il y a il y a tout, vraiment. Il y avait les anticipateurs, tu vois. Il y avait toutes sortes de trucs. Big Joe la légende. Je vois.
Mais c'est fou. Après, toutes sortes de rap. donc tu penses que ça va évoluer tu crois que ça va vraiment changer? Par exemple, est-ce que Jean-Jas et Caballero, puisque tu es leur DJ, est-ce que tu crois que quand ils vont sortir leur projet qui va être complètement différent, évidemment l'accueil du public va être différent, mais vous allez aller... En fait, ils ont déjà changé plusieurs fois de public, tu vois. Ouais. Par exemple, il y a des publics, il y a des trucs qui se démodent tout simplement. Quoi, Ouais, tu vois, et même ça arrive, les gens ils vieillissent, donc c'est un nouveau public qui arrive. Là, ils ont le public par exemple d'Aïe Finzerbe, tu vois, pour le moment c'est un truc, on est plus sur un public Aïe Finzerbe, tu vois, qui est plus populaire, tu vois. Ouais, je vois. Donc ça marche très bien, leur mixtape là et tout ça, quoi, tu vois. Mais moi je voyais un truc qui disait que de toute façon, quoi qu'il arrive, que ce soit de la musique de jeunes ou d'anciens, il y a un public pour tout, donc à un moment, il faut arrêter de se prendre la tête, quoi. Après, ça dépend des paliers que tu veux. Allez, c'est juste ça, tu vois. Tu vois, Alchemist, il a été dans les top charts et il a compris que c'est juste avec sa base fan à lui, qui lui est propre, qu'il peut faire des trucs indés et qu'il peut vivre tout seul en faisant ce qu'il C'est ça, là maintenant il est indépendant, il a expliqué, il a tout compris. Il vit mieux et il ne dépend pas d'imbéciles qui les emmerdent pour des contrats. Ou lui disent de faire autre chose de musique, quoi, tu vois. Là, il sort des trucs sans batterie et il sort ça, il les vend, quoi, c'est tout. Tu vois. Tout le monde les kiffe, tu vois. Et pour parler du futur, alors, est-ce que tu vois comment le futur dans ta carrière, dans le hip-hop? Des projets, faire plus de prod encore, inviter des gens, parce que toi maintenant on connaît quand même beaucoup de gens. Tu vois. Vous avez fait du travail, c'est sûr. Franchement, j'aimerais m'inviter il y a plein de gens en France que j'aimerais m'inviter, en Belgique, au Canada. Il y a plein de trucs à faire, franchement. Et vous pensez... c'est plus le temps qui manque. Ouais, c'est sûr. Mais vous pensez peut-être encore refaire un truc comme un autre tour ou pas? Un show? Non, ça ne change jamais. Ça, non. Ce sera que ce cabas. C'était très compliqué, ça, tu vois. C'était chouette à faire une fois, mais c'est compliqué de gérer 12 personnes. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et les cachets et tout ça. Ouais. Donc ça devient... C'est trop compliqué maintenant pour faire ça. Ou alors, si les cachets sont là, d'accord, peut-être que ça va chauffer les gens, tu vois. Ça, c'est sûr. Mais on a vu ce que ça a fait avec les Wu-Tang, on parlait des Wu-Tang tout à l'heure, ils expliquaient qu'eux, maintenant, ils ont un contrat séparé chacun. C'est pour ça que des fois, t'as pas Method Man, des fois, t'as pas si... parce qu'il faut le cacher. Grave. Parce qu'eux, ils ont chacun leur carrière. C'est ça. À un moment, c'est difficile à gérer. On n'est pas encore arrivé aux États-Unis, comme aux États-Unis, mais c'est sûr que... Non, mais tu vois, à un moment, tu vois, tu peux ce que tu veux dans un groupe de gens, l'argent va dominer à la fin du truc quand même. Tu sais, toujours. Si tout le monde n'a pas la même chose, ça ne va pas se passer. Ça, c'est sûr. Tout le monde va savoir, va demander toi, t'as combien? Et puis après, ça va commencer. Ça commence toujours comme ça, quoi. Donc, ça a été bien que ce soit fini quand même. C'était une belle aventure. C'est une très belle aventure. Il fallait le faire, c'est bien. Mais de toute façon, on l'a pas fait pour l'argent de base, tu vois. Non, vous l'avez fait pour le kiff. Bien sûr. De toute façon, là, par exemple, les 50 balles qui tombaient. Zwangerugui, la frontale, ils font encore un tour. Ils font la suite encore. J'ai vu que là, par exemple. Ça, c'est les niveaux 5. Niveau 5, ils le font. Donc ça veut dire que. Ça, nous, on l'a fait aussi avec Zwangerugui. Le tout premier niveau 4, je pense que c'était ça. Ouais. On l'a fait aussi, tu vois. Et vous avez des connexions, justement, pour le dernier mois, avant le dernier mois, vous avez des connexions encore avec. Par exemple, les rappeurs de Bruxelles qui sont flamands aussi, les doubles. Moi, j'ai toujours sympathisé avec Berry, tu vois. Berry, dédicace à Berry. Hein. Avec Phasm et tout ça, tu vois. Cham le fait aussi, tu vois, ils ont toujours fait des bons trucs. Toute cette équipe-là, tu vois, ils avaient créé le Six O'Clock Gang, là, tu vois. Je me rappelle. Donc, il y avait des flamands, il y avait des francophones. Famille, tu vois, tout ça, c'était lourd. Moi, je pense que c'est important de se mélanger. Je pense que c'est important de se mélanger parce que d'ailleurs le contraire de la politique ici en Belgique. Tard, je trouve, tu vois. Parce que tu vois, jusqu'à mes 25 ans, j'avais pas capté de flamand, tu vois. C'est bien plus tard. Ça s'est plus mélangé, je trouve, tu vois. Peut-être une dernière question. Qu'est-ce que tu penses du rap en flamand, par exemple, de maintenant? Franchement, je le trouve super chaud. Je le trouve super chaud dans la musicalité, dans les prods et tout ça. Tu vois, influence des producteurs comme ça, ils sont trop lourds. Young Gumbro aussi, tu vois. Trop lourd. Ben, on parlait de Royas, Royas, là. Lui aussi. Royas, il est bien connecté avec. En vrai, c'est lui qui m'a fait découvrir Berry, tu vois, parce que Berry, je l'avais quand même écouté avec Cham, mais tu vois, lui, il m'a remis à la sauce, là, avec le projet qu'il a fait avec lui, c'est ça qui m'a chauffé. Et comment il y a aussi, par exemple, dans le triptyque, je peux déjà annoncer, il y aura Stap, beatmaker.
Stab qui travaille avec Zwanger. Hein. Ouais. Donc voilà. Moi, Hein. je me souviens, j'étais venu une fois chez lui à l'époque avec Saladin ou un truc comme ça, avec des Dédicace Saladin. On était passé Saladin. chez Stab. Ah ouais. Très bien accueilli. Qui est aussi redevenu DJ, Stab qui était DJ, et puis là maintenant il commence à être DJ, ça déchire, il s'est racheté. Il a toujours été trop lourd. Ouais, il est Dans lourd. ses prods, il a toujours été lourd. Lui aussi, je pense. À l'époque, j'étais même pas encore sur une MPC, lui, il était. Je voyais qu'il travaillait sur l'MPC. Ouais, c'est un vrai gars, quoi. J'étais passionné par Vraiment. le passage. Et bah voilà, je pense qu'on a fait le tour, hein, mon frère. Ah, à fond. Et ben on l'a fait. Déjà, je voudrais remercier Khalid. Hein. Khalid, c'est bien, frère. Toi-même, tu sais. J'aimerais remercier la Bat Station, Raw Station. Alors, c'était la numéro 10 avec Escondo, mon bro. Merci à tous. Charleroi, merci à toi d'être venu. Merci d'avoir parlé de tout ce qui t'entoure, de ce que tu es. Longue vie. Et dès que tu as un projet, ben, tu sais très bien, tu es toujours le bienvenu à la Bat Station, toujours bienvenu à Liège. Merci. Et j'espère qu'on va faire quelque chose bientôt ensemble, une soirée où on pourra mettre ce qu'on a envie. Tu vois ce que je veux dire? So, peace. Sonar de New Planet 2023. Bat Station, Raw Station,